Hello YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour parler du syndrome de stress post-traumatique. Ce syndrome, il a été cliniquement défini qu'à partir, je crois, des années 1980, suite aux ravages que la guerre du Vietnam, il me semble, a fait sur les vétérans américains. Puis on s'est rendu compte par la suite que tout ce qui pouvait être de l'ordre d'un événement traumatique dans la vie d'une personne, par exemple une catastrophe naturelle, des agressions sexuelles justement, tout ce genre d'événements traumatisants, on s'est rendu compte que ça avait clairement un impact sur le cerveau de la victime et qu'en fonction de comment la victime allait percevoir l'événement traumatique, qui pouvait très bien durer dans le temps et puis avoir des conséquences assez lourdes. Donc c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Personnellement, on m'a diagnostiqué un syndrome de stress post-traumatique en 2019 quand je suis allée consulter un psychiatre parce que clairement ça n'allait pas du tout. 2019, c'est l'année où j'ai recroisé mon agresseur que je n'avais pas vu depuis les faits, donc qui date de 2012. Et donc je vivais ma vie depuis tout ce temps dans un mal-être permanent avec tout un tas de symptômes qu'on va voir ensemble dans cette vidéo, et j'avais clairement l'impression d'être folle en fait, d'être complètement cinglée. Et à la suite de ce diagnostic, je me suis renseignée un peu plus sur ce que c'était le SSPT. Je vais utiliser l'abréviation, c'est plus simple pour moi, et donc je me suis rendu compte non, que j'étais pas folle en fait, que ça s'expliquait dans mon cerveau parce que en fait le traumatisme il s'est ancré tout simplement. Il faut savoir que le SSPT, il peut toucher jusqu'à une personne sur 10. C'est quand même énorme, sachant que ça reste que des études, le nombre pourrait être encore plus grand. Et donc il fait suite, comme on vient de l'évoquer, à un choc traumatique, à un traumatisme qui a menacé l'intégrité physique ou psychique de la personne. Et attention, pas forcément que de la victime. On peut aussi être porteur d'un SSPT quand on a été témoin. C'est le cas par exemple des attentats du Bataclan. Il y a des gens qui n'ont pas forcément été blessés physiquement, mais qui ont été témoins, etc. Ils ont aussi développé ça. Et un proche également de la victime peut également développer un SSPT. Habituellement, quand une personne subit un traumatisme, on peut dire que c'est le cas quand on perd quelqu'un, quand on est en phase de deuil. Clairement, c'est pas un événement habituel, donc forcément ça nous impacte beaucoup plus que les événements lambda de la vie quotidienne. Et bien, quand il y a un traumatisme comme ça, on considère qu'il faut à peu près de 2 jours jusqu'à 1 mois pour évacuer le stress que tout ça a engendré. Mais dans le cadre d'un SSPT, justement, ce stress, il a été tellement intense qu'il ne va pas être évacué au bout d'une période d'1 mois. Et c'est donc à ce moment-là qu'on va pouvoir seulement poser le diagnostic du SSPT. Pourquoi ? Parce que le SSPT, c'est tout simplement une pathologie de la mémoire qui n'arrive pas à intégrer l'événement comme ayant eu lieu dans le passé et qui se vit finalement comme s'il était toujours vécu au moment présent. Donc concrètement, comment ça se manifeste dans la vie de la victime ? Ça va se manifester dans un premier temps par une intrusion des souvenirs traumatiques. Donc là, on parle plutôt de reviviscence, c'est-à-dire des cauchemars répétitifs, des pensées incontrôlables qui nous viennent comme ça au cours de la journée, et surtout énormément de flashbacks. J'en ai rapidement parlé dans une de mes vidéos précédentes. Justement, les flashbacks, c'est ce que moi j'ai vécu en 2019 quand ma mémoire traumatique s'est réactivée. Et donc au niveau des cauchemars, moi j'en fais continuellement, et c'est toujours des cauchemars des cauchemars violents, de poursuites, de viol, je revis clairement ça, mais sous différentes formes. C'est pas forcément le visage de mon agresseur, mais voilà, c'est continuel, de la violence. Ensuite, à côté de ces reviviscences, la victime, elle va être susceptible, on a remarqué ça souvent, d'adopter un comportement d'évitement. C'est-à-dire qu'en fait, elle va mettre en place tout un tas de stratégies pour éviter tout ce qui est susceptible de lui rappeler l'événement traumatique. Donc concrètement, un exemple. À chaque fois que je dois me rendre dans un lieu assez proche de l'endroit où ça s'est passé, c'est la panique à bord. Je suis en stress, je me sens vraiment pas bien, j'ai absolument envie d'éviter l'endroit, mais je ne peux pas. Donc là, en l'occurrence, pour donner l'exemple concret, par exemple, quand je me rends chez ma belle-mère avec mon copain, clairement, c'est à quelques rues de l'endroit où ça s'est passé pour moi en 2012. Donc, c'est pas facile, et en temps normal, je fais tout pour éviter cet endroit. Donc à côté de ces comportements d'évitement et de ces flashbacks, de ces reviviscences, on a remarqué chez beaucoup de victimes aussi une altération des pensées et de l'humeur. Et ça se traduit souvent par un sommeil perturbé, un manque de concentration, par une irritabilité, une agressivité aussi, par une hypervigilance. Donc l'hypervigilance, j'en ai parlé rapidement dans la vidéo précédente où je parlais justement de la sidération qui se produit quand on est face à un événement traumatisant. Je vous mets d'ailleurs le lien juste ici si ça vous intéresse. Il va y avoir aussi une hyperactivation émotionnelle qui va se traduire de 2 façons. Soit
Vous allez avoir une victime qui va être dans une espèce d'hypersensibilité, c'est-à-dire que toutes ces émotions telles que la tristesse, la peur, la colère, tout ça vont être vécues de manière très très intense. Soit la victime, elle va éprouver une sorte de détachement émotionnel avec l'impression d'avoir perdu le contact, d'être un petit peu anesthésiée émotionnellement et de vivre continuellement dans le brouillard. Donc elle va être un petit peu dans une espèce de sidération, d'hébétude et puis être un petit peu dans l'inactivité parce que voilà, elle a plus envie de rien, elle ressent plus rien. Le syndrome de stress post-traumatique, c'est une souffrance qui est réelle et qui engendre malheureusement souvent d'autres pathologies, d'autres comorbidités si il n'est pas conscientisé par la victime ou s'il n'est pas traité. Donc bien souvent, un SSPT, on a remarqué qu'il va s'accompagner de dépression, de troubles anxieux généralisés, d'idées suicidaires et puis bien souvent aussi d'addiction. Ça, j'en ai parlé aussi rapidement dans la vidéo où je parle du rapport au corps quand on a été victime d'agression sexuelle ou en tout cas de traumatisme. Pareil, je vous mets le lien juste ici si ça vous intéresse. Et effectivement, par rapport à la dépression, on m'en a diagnostiqué une en 2015, donc avant que tous ces souvenirs-là me remontent en 2019 quand j'ai croisé l'autre. Je fais un petit aparté, la dépression était déjà là, les cauchemars étaient déjà là, l'anxiété généralisée était déjà là, le retrait social était déjà là, tout un tas de trucs étaient déjà là, mais je n'avais pas les mots pour décrire ce que je vivais et clairement je me sentais extrêmement seule et incomprise. Donc c'est pour ça encore une fois que je vous fais cette petite vidéo parce que j'espère vraiment que ça va aider certains. Au niveau du traumatisme, on peut le catégoriser en deux parties. Vous avez d'un côté le trauma dit simple, c'est-à-dire que c'est un traumatisme qui a clairement un début et une fin et qui se vit plutôt à l'âge adulte. Par exemple, vous prenez le cas, je sais pas moi, d'un accident de voiture ou bien vous faites agresser dans la rue. Voilà, ça, ce sera un trauma dit simple. Après, vous avez les traumas dits complexes. Les traumas complexes, c'est notamment vécu plus dans l'enfance et c'est des événements qui sont en règle générale répétés et qui sont de nature physique, sexuelle ou morale. Donc évidemment, les conséquences en général, elles vont être beaucoup plus lourdes sur l'adulte en devenir. Donc là, on va regarder les choses d'un point de vue un petit peu plus scientifique. Je vais tenter de vous expliquer ce qui intervient dans le cerveau d'une personne porteuse d'un syndrome de stress post-traumatique. Donc tout d'abord, on a l'amygdale. L'amygdale, elle est très utile parce qu'elle permet de ressentir la peur et c'est clairement en partie grâce à elle qu'on doit la survie de l'espèce humaine parce qu'elle est là pour nous aider à ressentir s'il y a des situations de danger. Elle se situe à peu près à ce niveau-là, mais au milieu du cerveau. En cas de SSPT, en fait, l'amygdale, elle est suractivée, donc ça fait qu'elle envoie en fait des messages de danger en permanence. Par rapport aux émotions qu'elle suscite, normalement, vous avez habituellement le lobe préfrontal qui se situe ici, qui lui, d'ailleurs, nous distingue des animaux parce qu'il nous aide clairement à planifier des actions et à réguler justement nos émotions, mais quand l'amygdale en fait elle est suractivée en cas de SSPT, clairement le cortex préfrontal il n'arrive plus à faire son boulot. Et donc la peur elle continue d'être ressentie en permanence, ce qui finalement va encore une fois augmenter l'hyperactivité de l'amygdale qui va empêcher encore plus le cortex préfrontal de tout réguler et donc finalement ça va devenir un système qui s'auto-entretient et qui va s'amplifier dans le temps. Ce qui intervient également dans le cadre d'un SSPT, c'est l'hippocampe. L'hippocampe, son rôle concerne tout ce qui va être mémoire spatiale, mémoire contextuelle. Et c'est clairement ça, justement, vu que c'est un petit peu déréglé par rapport à la blessure psychique qui est le traumatisme, qui va faire que la victime, elle va avoir soit une impossibilité d'accès à l'intégralité du souvenir lié à ce qu'elle a vécu, soit justement elle va se retrouver avec des souvenirs qui sont partiels. On a également quelque chose qui s'appelle l'insula, qui est responsable de nos perceptions et de nos sensations corporelles, qui va être aussi perturbé. On a également ce qu'on appelle le précuneus, dont le rôle, lui, va concerner plutôt la mémoire épisodique et tout ce qui concerne la perception qu'on peut avoir de soi-même. Et c'est pour ça que, à la suite d'un SSPT, il va y avoir en fait une modification de la perception, en tout cas des croyances qu'on peut avoir sur soi. J'en ai parlé rapidement dans la vidéo « Mon rapport au corps après avoir été violée ». Et effectivement, je vous explique concrètement en quoi la perception que je pouvais avoir de moi-même avant et après le traumatisme a complètement changé. Donc ce qu'il faut comprendre simplement, c'est que quand on est porteur d'un SSPT, il va y avoir une sorte de généralisation de la peur qui va entraîner une confusion entre la réalité et entre l'impression qu'a la victime qu'il y a un danger permanent.
Donc comme on l'a vu, ça va se manifester en journée par du stress, par des flashs, par des pensées négatives, par une anxiété qui est très très présente. Et puis la nuit, ça va se manifester par des insomnies et par des cauchemars répétitifs. Clairement, quand on est porteur d'un SSPT, notre cerveau et notre corps a été impacté par le traumatisme qu'on a vécu. Et donc forcément, il va y avoir une modification de notre comportement par rapport justement à avant l'événement et à après. Si l'entourage est au courant de l'événement, au début, ils vont comprendre, ils vont soutenir, etc. Mais si le SSPT, comme je le disais tout à l'heure, n'est ni conscientisé, donc c'est-à-dire ni connu de la victime, ni soigné, parce que ça peut se guérir, et il va de toute façon durer dans le temps, puisqu'on l'a vu, c'est un mécanisme qui ne fait que de s'amplifier, malheureusement, et donc ça va entraîner à terme finalement une incompréhension des proches. Clairement, vous allez retrouver face à des proches qui vont arrêter finalement de vous soutenir, qui vont pas du tout vous comprendre, et donc ça va entraîner un rejet social de la victime qui va ne faire que s'isoler parce qu'elle va sentir une espèce de stigmatisation. Donc c'est quand même très compliqué parce que on est déjà dans une souffrance réelle au quotidien que les gens ne peuvent pas comprendre. Si en plus sur le long terme les gens nous laissent tomber, en fait ça rajoute une couche à la souffrance. Maintenant, on va voir ce qui se passe au niveau du corps. À chaque fois qu'on vit un événement stressant, on réagit avec une biologie, une physiologie particulière. Et si ces événements traumatisants s'accumulent ou sont vécus en tout cas de manière très intense, très aiguë, cette physiologie qu'on a naturellement du stress, en fait elle va se modifier, voire même elle va s'user. Donc on va se retrouver avec des problèmes inflammatoires dans le corps, avec des problèmes d'ordre cardiovasculaire, avec des problèmes respiratoires, avec des troubles cognitifs, donc avec la vieillesse par exemple, l'apparition de la maladie Alzheimer. Et ce qu'on a remarqué également chez énormément de victimes, ça, il y a plein d'études qui ont été faites à ce sujet, vous pourrez largement vérifier sur internet, il y a beaucoup de victimes qui sont, qui sont en surpoids et qui sont en fait dans l'obésité. Et ça s'explique par les hormones en fait qui sont perturbées, qui sont libérées dans le cerveau toute la journée quand on a un SSPT. C'est notamment le cortisol. Et on sait que toutes ces hormones-là font qu'en général, comme il y a une modification de l'humeur et tout un tas de trucs, la personne, elle peut avoir l'impression qu'en fait elle va résoudre son anxiété passagère par la nourriture. C'est soit par la nourriture, soit par des addictions, par tout un tas de comportements à risque. Moi je suis en plein dans tout ça. C'est-à-dire que ça fait des années que je vis avec une sorte d'anxiété généralisée et qui m'envahit quotidiennement. Il n'y a pas une journée où j'ai pas l'impression que le ciel me tombe sur la tête. Il y a des moments, l'angoisse me saisit de manière tellement forte, avec tout un tas de pensées intrusives dans ma tête, mais qui sont vraiment pas, que je préférerais largement pouvoir éviter, mais que je n'arrive pas à contrôler. Et tout ça, ça fait que des fois, je me retrouve dans un état lamentable, dans un état de tristesse profonde, et des fois, je peux passer plusieurs heures ou des après-midi entiers couchés à rien faire. Des fois, je reste au sol parce que je ressens même plus à l'intérieur de moi la force de me lever, tout simplement. Voilà. Et j'ai passé plusieurs années de ma vie comme ça, avec plein de cauchemars, avec une insomnie chronique depuis des années. Bon, après, l'insomnie, elle datait d'avant le viol, mais forcément, elle n'a été qu'aggravée. Je faisais et je fais toujours très très régulièrement des crises d'angoisse. Avant, je les faisais dans un contexte plus journalier, on va dire, alors que là, elles interviennent plus exclusivement que pendant un rapport sexuel ou après. Mais avant, ça m'arrivait d'en faire en journée. Le moindre haussement de voix, le moindre geste que je peux interpréter comme agressif, tout ça, en fait, n'importe quel bruit, en fait. Comme je disais, comme exemple, quand je suis passée là sur France 4 le mois dernier, c'est vrai que, par exemple, mon copain, quand il doit écraser une bouteille d'eau en plastique pour la mettre au tri, faut qu'il me prévienne, parce que sinon je sursaute immédiatement. Et ça arrive pour n'importe quoi en fait, donc c'est très compliqué. C'est le principe de l'hypervigilance. C'est qu'en fait on ne sait pas pourquoi, on est tout le temps sur le qui-vive, comme s'il pouvait nous arriver n'importe quoi d'une seconde à l'autre.
Et on n'a pas envie, donc on est tout le temps en train de lutter. Et je peux vous garantir que c'est extrêmement fatigant. Et le moindre événement, la moindre situation qu'on va vivre, même un truc qui est censé de base nous faire plaisir, je sais pas moi, comme par exemple aller voir une amie, je dois prendre la voiture, et ben, je suis déjà dans le stress en fait, je suis dans le stress, mais sans raison particulière, parce que l'agresseur, je sais très bien qu'il n'est pas là dans mon dos, prêt à me sauter dessus. Mais je me sens anxieuse pour tout et n'importe quoi, je me sens déconnectée un petit peu de la réalité, des gens qui m'entourent, et ça crée une espèce de dissonance chez moi, donc un espèce de flou, comme si en fait il y avait une paroi là devant, comme ça, transparente, qui m'empêche d'être dans le même camp que les autres. Je ne sais pas comment le formuler autrement, mais clairement, je me sens bloquée derrière quelque chose d'invisible, alors que je vois tous les gens que je connais qui sont en fait derrière cette paroi en face de moi et qui vivent leur vie de manière... en tout cas, ils ont l'air tout à fait normal et pas du tout impactés par tout ce que moi je vis. Et donc en fait, ça fait qu'on se sent extrêmement seul. Et aller expliquer à quelqu'un qu'un viol que vous avez vécu il y a 9 ans, ça vous impacte encore aujourd'hui à ce point. Après, me concernant, j'ai vécu divers traumatismes dans ma vie, pas que le viol. D'ailleurs, j'ai conscientisé seulement ces derniers mois qu'il y a eu plusieurs viols, pas de la même personne, mais plusieurs viols. J'ai aussi vécu plusieurs agressions sexuelles dans ma vie. J'ai vu mon grand-père décédé devant moi, j'étais présente quand il est parti. J'ai été virée plein de fois de mes anciens boulots dans des circonstances vraiment de harcèlement, etc. J'ai une relation aussi très particulière avec ma famille qui fait que depuis l'âge de 18 ans, j'ai été forcée de prendre mon indépendance à 18 ans et puis de m'occuper de moi-même, ce qui fait que j'étais quand même assez vulnérable parce qu'il fallait se débrouiller absolument tout seul. Mon père il est décédé quand j'avais 1 an et demi. Et puis c'est pareil, quand je suis arrivée dans la vie, je suis arrivée dans un contexte de violence, de grosses violences, de tout un tas d'autres choses que je ne sais pas, que je vais pas dire maintenant clairement, mais ouais, des trucs de fou quoi, des trucs de fou que mon corps a forcément encodé. Parce que ça a été prouvé aussi, j'en parlerai dans une autre vidéo, mais je l'ai appris en commençant des séances de MDR, tout ce qui est de l'ordre des événements un petit peu traumatisants, un enfant peut le vivre comme quelque chose de traumatisant, même s'il n'a pas encore la parole ou le langage pour le formuler avec des mots. En tout cas, il le ressent. C'est prouvé que même un fœtus, depuis là où il est, même s'il n'est pas acteur directement de la scène, si en face de lui il y a des choses qui se passent qui sont de l'ordre du traumatisme, il va clairement le ressentir et l'imprimer. J'ai connu aussi pas mal de relations toxiques. J'ai connu 2, voire 3 vrais pervers narcissiques. Pas de ceux qu'on qualifie comme ça parce que c'est un terme à la mode, mais de ceux qu'une psy, que mon ancienne psy pouvait clairement qualifier comme tel. Parce que complètement taré le mec. En fait, c'est celui qui m'a violée déjà, le premier que j'ai rencontré dans ma vie. Et justement, je connaissais pas ce terme, et cette relation, elle m'a tellement rendue tarée. Là, je m'éloigne un peu du sujet de la vidéo, donc on va clôturer de toute façon, mais ce que j'ai vécu, c'était d'une violence tellement inouïe que même sans parler du viol, ça a quand même impacté ma vie sentimentale et mon psychisme pour toutes les années à venir, ça c'est sûr. Donc je ferme cette parenthèse qui était un petit peu longue et je vais clôturer cette vidéo en vous disant que le SSPT, on peut le prévenir et surtout si on en est déjà porteur, ça se soigne, ça se guérit. Effectivement, mon propre vécu m'a amené à penser, à croire, à espérer qu'à la suite de tout un tas d'événements traumatisants que j'ai pu vivre ou que n'importe qui peut vivre, on peut en fait tirer du positif de tout ce qui nous arrive, même les choses les plus graves. Après, moi j'ai certaines croyances d'ordre plus spirituel, mais je crois aussi beaucoup en la psychologie humaine et je suis persuadée qu'on peut transcender ce négatif en quelque chose de positif qui va nous porter vers le haut, qui va nous faire grandir.
c'est la résilience. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai créé cette chaîne YouTube. Je me suis dit, voilà, là maintenant Célia, c'est le moment que tu libères ta parole. Et avec le temps, les leçons de vie que tu as pu tirer, eh ben, tu vas les partager aux gens parce que peut-être que ça pourra les aider. Donc on va voir ensemble dans la prochaine vidéo quelques pistes pour prévenir le stress post-traumatique ou en tout cas le guérir si il est déjà présent. Donc c'est la fin de cette vidéo, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici et puis je vous invite à vous abonner si le contenu que je vous propose vous intéresse, à mettre un petit pouce si vous avez trouvé la vidéo pertinente et puis on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.